il est 8h30. Bretagne 5, l'invité de la matinale, avec la boulangerie-pâtisserie d'Élise des Anges à Pommerais. Et tout de suite, nous allons accueillir notre invité de la matinale, Yves Chauvel. Il est tête de la liste souverainiste Bretagne en héritage aux élections régionales. Il est venu jusqu'à nous, ici au studio de la matinale. Je l'en remercie. Bonjour. Bonjour, un peu essoufflé parce qu'arrivé avec un petit peu précipitamment, en raison des circulations, mais tout va bien. Voilà, alors je vais vous demander juste de vous rapprocher un tout petit peu du micro. Ça c'est plus pour les auditeurs, pour la compréhension. Yves Chauvel, vous êtes donc tête de liste, je le disais en commençant, de cette liste, on peut dire souverainiste ? Oui, sans hésitation, c'est une liste clairement souverainiste. Il s'agit d'être souverain chez soi, de décider pour soi, que les Bretons décident pour eux, pour la Bretagne évidemment, c'est parfaitement clair, il n'y a aucune ambiguïté. Maintenant la question qui vient souvent, est-ce que vous vous situez à droite ou à gauche ? Alors la réponse est très simple. Pas de gauche, pas de droite, c'est à 360 degrés, faute de quoi, si on n'observe pas le paysage politique ou économique ou la vie en général à 360 degrés, on ne comprend pas grand-chose. Donc nous sommes ouverts à tous ceux qui veulent nous rejoindre sont les bienvenus. Mais nous sommes clairement souverainistes, il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Alors donc, liste souverainiste, et vous vous présentez pour ces élections régionales. Qu'est-ce qui vous a décidé à y aller, comme on dit ? Alors, il faut faire un petit historique, même s'il est bref. En réalité, je suis intéressé par la chose publique depuis déjà pas mal d'années. Et en fonction de mes voyages aussi, puisque j'ai travaillé à l'étranger, notamment aux États-Unis, en Californie. Et je m'apercevais en revenant en France régulièrement que quelque chose ne tournait pas. Donc nous avons un problème par rapport à notre organisation collective, donc quelque chose ne tournait pas rond. Voilà, c'était une évidence pour tout le monde. Donc ça remonte à déjà une bonne vingtaine d'années. Et par ailleurs, j'ai rencontré un mouvement qui s'appelle Volontaires pour la France, il y a à peu près 3 ans, qui a été fondé à l'origine par des militaires, et qui a été créé, alors sauf erreur de ma part, le lendemain de l'attentat de Nice, le 14 juillet, le camion qui roule sur la foule. Donc je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire, donc je me suis intéressé à ça. Je suis devenu membre de ce mouvement et suite à diverses réunions, on m'a proposé d'être tête de liste pour cette liste pour la Bretagne, donc la Bretagne en héritage. Et puis j'ai accepté, parce qu'il me semblait nécessaire de faire réagir un petit peu à la fois les citoyens, les Bretons, par rapport à ce qui se passe en général. Et évidemment, donc c'était une occasion exceptionnelle, donc évidemment, ça allait de soi. Alors, une Bretagne souverainiste, une Bretagne souveraine, à quoi ça pourrait ressembler ? Alors, une Bretagne souveraine, bien sûr, depuis le mariage d'Anne de Bretagne avec deux rois de France, on ne peut pas concevoir une Bretagne totalement dépendante et séparée de la France. Mais, en revanche, il est bien évident que la Bretagne doit avoir un statut d'autonomie le plus large possible. Or, notre centralisation à la française, l'étatisme à la française, fait que nous avons par rapport à ça, dans notre héritage, dans nos gènes, je dirais, une certaine difficulté conceptuelle. Donc il s'agit bien de faire en sorte que les Bretons, je me répète, mais c'est vraiment essentiel, puissent décider pour eux-mêmes, que la Bretagne décide par elle-même. Et on peut regarder ce qui se passe dans différents pays fédéralistes, par exemple, comme l'Allemagne, comme la Suisse, à certains égards les États-Unis, et puis même l'Espagne, par exemple, avec le statut de la Catalogne, est un statut de très large autonomie, et c'est ce que nous souhaiterions, évidemment, ce que nous voulons ardemment pour la Bretagne et pour les Bretons. Voilà, c'est quelque chose qui, chez nous, est aussi une évidence. Alors Yves Chauvel, on va vous objecter que, par exemple, il y a aussi d'autres listes, on peut imaginer les listes qui se présentent à gauche, par exemple, qui sont également attachées à une Bretagne plus
allez, on va dire fédéraliste. Quelle différence y aura-t-il Alors, il y a une différence de fond qui est essentielle, c'est que nous sommes tous des citoyens issus de la société civile, donc il n'y a pas chez nous de professionnels de la politique. Chacun d'entre nous a une activité, un travail, voilà, moi-même par exemple, dans l'audiovisuel, et c'est vrai pour tout le monde. Donc nous n'avons jamais eu, enfin à ma connaissance, dans la liste, j'ai pas bien vérifié, mais personne n'a eu de mandat politique, et ça, c'est une différence très importante parce que nous nous situons en dehors des carcans des partis politiques. Donc nous sommes en quelque sorte les représentants du peuple, nous sommes le peuple. Et je pensais à une expression qui est apparue en 89 avant l'effondrement du mur de Berlin, donc ça c'était en Allemagne de l'Est, où la foule a crié aux policiers « Wir sind das Volk », nous sommes le peuple, et effectivement nous sommes le peuple, donc évidemment nous ne pouvons pas nous trahir nous-mêmes. C'est quelque chose d'inconcevable. Donc c'est la différence majeure, évidemment il y en a d'autres. Alors justement ces autres différences par rapport aux autres listes qui proposent une forme alors d'autonomie de la Bretagne, on va y mettre les guillemets qui s'imposent, parce que il peut y avoir ambiguïté sur la question. Absolument. En tout cas une Bretagne plus décentralisée. Aujourd'hui on est dans ce fait de décentralisation. Alors, ça c'est quelque chose qui a été mis en place il y a déjà pas mal d'années en France, mais en pratique on s'aperçoit, parce que j'ai fait du conseil en politique, avant de m'engager en politique, j'ai travaillé sur plusieurs sujets, plusieurs questions, notamment la réforme de l'État, et en termes de centralisation, alors ce sont des apparences, en réalité ce qui se passe, c'est que même si les décisions sont prises en région, dans les départements, ça remonte à Paris, donc c'est un processus complexe qui ralentit la décision. C'est beaucoup plus compliqué qu'avant, c'est beaucoup plus coûteux. Donc il s'agit pour nous de raisonner en termes de décentralisation, mais effective, réelle. Et c'est quelque chose qui ne va pas de soi, parce qu'on s'est aperçu dans l'histoire de France que c'était un petit peu contraire aux gènes de la France en quelque sorte. Je me répète un peu, mais c'est vraiment ça. Donc il s'agit d'aller dans cette direction. Les modalités d'application, évidemment, ne sont pas strictement définies parce qu'il faut une approche concrète sur le terrain. Regarder de manière pratique ce qui se passe, de façon à pouvoir vaincre ou contourner les obstacles. D'ailleurs, je m'inspire d'un homme politique qui est assez peu connu en France, ce qui est très dommage. Il s'agit de Jean Monnet, et je suis considéré comme l'un des spécialistes de Jean Monnet, qui dit pour moi, tout est moyen, même l'obstacle. Les aspérités sont les éléments nécessaires sur lesquels vous allez vous agripper pour parvenir à l'objectif que vous êtes fixé. Voilà. Jean Monnet qui plaidait pour l'Europe, finalement. Oui, alors le contexte était très différent, puisque c'est le contexte de la Deuxième Guerre mondiale et le contexte de la guerre froide. Ce qui a été fait à l'époque est extraordinaire. Le contexte a considérablement changé, évidemment. Il n'y a plus la menace soviétique, donc ça c'est un élément majeur. On peut également considérer que dans le traité de Rome, il y a des ambiguïtés, notamment sur l'article 110, etc., etc. Donc aujourd'hui, l'Europe telle qu'elle a été conçue ne répond pas aux besoins des peuples européens, ne répond pas aux besoins, bien sûr, de la France et pas plus que de la Bretagne. Donc ce qui veut dire que j'ai toute la raison de penser que même si les institutions européennes ont été créées de manière extrêmement solide, j'ai l'impression, notamment depuis le Brexit, que quelque chose se fissure. Voilà, donc je pense que nous irons vers quelque chose d'autre. Ce sera peut-être une nouvelle Europe qui pourra se faire éventuellement avec une alliance russe, donc une Europe élargie, mais dans un contexte radicalement différent qui n'est plus du tout celui qu'il était à l'origine. Alors aujourd'hui, on va parler de Bretagne. On a commencé par là, on poursuit sur la Bretagne. Il y a des grands dossiers en Bretagne. On parlait décentralisation évidemment, mais il y a aussi l'agriculture, il y a aussi l'économie en ces temps de pandémie. Quel serait le dossier, si demain vous êtes président du conseil régional, quel serait le dossier prioritaire pour vous? Alors j'espère déjà être conseiller régional sans pour autant être président du
conseil régional, mais pourquoi pas, mais ne rêvons pas trop. Il y a plusieurs axes. D'une part, ce que l'on appelle la mobilité, c'est-à-dire que nous apercevons, en particulier en Centre-Bretagne, qu'il y a des difficultés en termes de transport, aussi bien pour les routes. Il faut regarder une carte de la Bretagne. D'ailleurs, j'ai une carte là, mais en radio, ça passe pas très bien. Les cartes. Alors, c'est filmé, mais c'est vrai que ça passe pas bien. Non, voilà. Donc, il y a un problème par rapport à ça. Aussi bien les lignes ferroviaires donc, qui ont tendance à fermer. Nous étions à Pontivy il y a quelques semaines pour une manifestation pour bien montrer qu'il y avait des difficultés par rapport à ça. D'une manière générale, ce que nous constatons, c'est que au niveau des services publics, donc la qualité baisse. Les hôpitaux peuvent fermer, les maternités peuvent fermer, donc ce qui oblige à se déplacer, faire de plus en plus de kilomètres, dans des conditions qui ne sont pas toujours excellentes, loin de là, et en particulier en Centre-Bretagne. Donc la qualité des services baisse, alors que nous observons en même temps, et c'est un paradoxe assez extraordinaire, que les prélèvements augmentent. Nous sommes le pays de l'OCDE qui a les taux de prélèvement les plus élevés. Donc, que se passe-t-il ? Nous aurions besoin de faire un audit des finances publiques de façon à comprendre ce qui se passe, parce que je suis à peu près certain que même au ministère de l'économie, on n'a pas de vue d'ensemble. Et ça, c'est grave. Donc, audit sur l'économie, sur les prélèvements. Alors, la Bretagne, là-dedans, si demain, elle devenait un peu plus souveraine, est-ce qu'elle pourrait lever son impôt elle-même, par exemple ? Alors ça, c'est une grande question, on ne peut pas l'exclure. La régionalisation, ça remonte à un 56, selon un découpage un peu particulier, notamment en Bretagne, qui a exclu la Loire-Atlantique, alors qu'il s'agit, enfin Loire inférieure à l'époque, puisque ça remonte à Vichy en réalité, 1941. Il s'agit bien sûr de rattacher la Loire-Atlantique à la Bretagne, ce qui est une évidence. D'ailleurs, je suis moi-même né au nord de la Loire-Atlantique, sur une terre où les noms sont des noms typiquement bretons, même si la langue a été perdue, bien sûr, comme un peu partout, peut-être plus qu'ailleurs. Et effectivement, il s'agit de reconsidérer les choses. Alors pourquoi pas ? Effectivement, c'est quelque chose qu'on pourrait souhaiter. Simplement, les attributions du Conseil régional relèvent d'une organisation générale qui est celle de l'État. Donc, il n'est pas question que les conseils régionaux ou généraux fassent un coup d'État à l'égard de l'État central. C'est évident, bien sûr, c'est quelque chose qui est impensable, mais il est clair que cette organisation dépend de l'État central et dépend bien sûr de Paris. Et c'est ce que j'aurais tendance à appeler, je ne suis pas l'auteur de cette expression, mais c'est le césarisme administratif, voilà, et donc que nous connaissons, que nous subissons, que nous observons depuis Philippe le Bel. Même si à l'époque de Philippe le Bel, c'est une évidence, je n'étais pas né, mais tout le monde s'en doute ça. Est-ce qu'il faudrait justement réformer en quelque sorte la Constitution de façon à peut-être donner plus d'autonomie aux régions ? Ou moderniser en tout cas la Constitution. Il me semble que nous avons besoin d'avoir une conception d'ensemble. Il s'agit de hiérarchiser et quelles sont les priorités pour ce qui concerne l'État, mais c'est vrai aussi dans une large mesure au niveau des régions. Il s'agit de faire en quelque sorte, je dirais presque le contraire de ce qui a été fait depuis une quarantaine d'années sur plusieurs choses. D'une part, ce que j'appelle les fonds souverains, qui sont une nécessité pour le développement économique et à rebours de tout ce qui a été fait depuis 40 ans, avec la mondialisation. On a estimé qu'avec les frontières qui s'ouvraient, nous allions vers un monde merveilleux, et on s'est aperçu en réalité que même si la mondialisation a des aspects positifs, il y a aussi des problèmes, et notamment la perte de nos industries, puisque l'industrie représentait dans les années 70 de l'ordre de 30% du PIB. Aujourd'hui, c'est de l'ordre de 10%. Enfin, je n'ai pas les chiffres précis, mais c'est un ordre de grandeur. Donc, c'est un problème essentiel parce que cela est la cause du chômage. Il s'agit de créer des fonds souverains avec un financement qui est à la fois privé et public, à adapter, bien sûr, au terrain que nous connaissons, à la France et à la Bretagne, puisque j'ai travaillé en Californie et j'ai pu observer le financement avec le venture capital et les opérations de IPO, Initial Proposal Offering, donc en Californie, pour y avoir travaillé et avoir conduit
conduit également des missions d'études. Donc ça, c'est quelque chose de vital, d'essentiel, de cardinal, qui devrait permettre, dans la mesure où les conditions de développement s'opèrent de la bonne manière, de faire en sorte que l'économie se redresse, que nous produisions local. Évidemment, c'est quelque chose d'absolument nécessaire. Et je pourrais vous en parler pendant 3 heures. Il n'y a pas de difficulté par rapport à ça. On n'aura pas 3 heures. Il est 8h45. On a encore un petit peu de temps, Yves Chauvel, je vous rassure. Oui. Alors, il y avait un autre point aussi qui me paraît important, c'est ce que l'on appelle le régalien. C'est-à-dire que nous nous apercevons que notre État, pour ne pas parler de la Bretagne, mais pour parler en général, est un État qui administre, mais qui ne sait pas gouverner. Et nous observons régulièrement, depuis une quarantaine d'années également, une baisse de ce qui concerne la dépense, mais pour les missions essentielles de l'État, ce qu'on appelle le régalien. C'est-à-dire la police, la justice, l'armée, etc. La monnaie aujourd'hui qui ne dépend plus, bien sûr, du pays, puisque tout est réglé à l'extérieur en Europe, puisque nous avons une monnaie commune. Donc ça, c'est un problème fondamental, et il s'agit également de faire en sorte que nous ayons dans le régalien, nous ayons les moyens d'un État qui est un État qui permette de gérer convenablement les choses. Donc ce sont les deux aspects majeurs. Alors en Bretagne, il y a aussi des problèmes de sécurité, ou plutôt d'insécurité. Comment vous vous placez là-dessus ? Alors, précisément, l'insécurité, ça n'est pas du ressort des départements, ça n'est pas du ressort de la région, c'est du ressort de l'État central. Bon, nous constatons à cet égard une déliquescence complète, totale de la justice, pour en avoir parlé, donc bien sûr à des amis policiers, également à des amis magistrats. C'est quelque chose que l'on observe tous les jours, donc c'est l'un des problèmes majeurs de la France, mais j'observe, je constate que ça n'est pas du ressort des conseils généraux, ni du ressort des départements, mais c'est quelque chose de vital, d'essentiel, majeur. Simplement, par rapport à ça, on ne pourra pas, bien sûr, agir, puisque, encore une fois, ça n'est pas de la compétence des conseils régionaux. Alors, on parlait d'économie tout à l'heure, Yves Chauvel. La Bretagne, qui traverse la pandémie, comme d'autres régions, résiste un petit peu mieux, on va le dire comme ça, à cette pandémie d'une manière économique. Est-ce qu'il faudra, une fois qu'on sera sorti de cette pandémie, faire plus pour l'économie, plus pour la renforcer, la soutenir ? Alors, si je vous disais non, il faudrait faire moins pour l'économie, vous me regarderiez un petit peu étrangement. Donc, bien sûr, il faut faire plus pour l'économie, c'est une évidence, et notamment donc ce que nous développons, et je précise, je ne sais pas si je l'ai dit, parce que j'ai tendance parfois à me répéter, mais c'est la grande idée politique depuis 40 ans en France. Je l'ai observé donc dans mes différents déplacements à l'étranger, notamment en Californie, mais aussi ailleurs. Je connais également le Japon, j'ai des amis en Corée, etc. Donc, j'observe quels sont les facteurs de développement. Il s'agit de réfléchir à ça. Pour le faire pour la Bretagne, c'est une évidence. Bien sûr, il faut développer l'économie. Bien sûr, il faut développer local. Il faut produire local. Il faut créer de l'emploi local. C'est une évidence. Quand vous me dites que par rapport à la pandémie, la Bretagne se débrouille plutôt bien, je dirais c'est sûrement lié au caractère des Bretons. Caractère bien trempé. Donc, voilà, mais c'est quelque chose d'essentiel, bien sûr. On ne peut pas continuer sur la voie actuelle. Et je pense d'ailleurs que le Covid sera, à l'instar de ce qu'a été août 14, la matrice du siècle. C'est-à-dire que ça va déterminer les choses pour l'avenir. C'est une rupture fondamentale. Il s'agit de ne pas rater le virage, bien sûr. Il s'agit de faire en sorte que l'on en tire les leçons et qu'on puisse... dans l'avenir, produire à l'échelon local. Voilà, c'est quelque chose qui nous paraît incontestable. Sur les territoires maintenant, vous parliez tout à l'heure, Yves Chauvel, de cette centralisation à Paris de beaucoup de décisions. Est-ce qu'il faut à un moment ou à un autre donner
plus de liberté au territoire, plus de liberté aux élus aussi, qui sont les représentants du peuple sur les territoires? Alors c'est encore un grand sujet qui nécessiterait 3 heures de développement, mais je ne crois pas que nous disposions de Allez, 3 heures il nous reste 3 minutes, 4 minutes, je me tourne vers notre réalisateur. Bien sûr, parce que nous constatons effectivement que pour ce qui est des maires, par exemple, les maires sont élus évidemment par les habitants, donc c'est parfaitement démocratique. En réalité, les maires ne décident de rien. Donc, puisque c'est soit l'administration, soit les préfets qui décident pour les maires, soit la justice. Donc, les maires sont pieds et poings liés. Alors, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, mais c'est quelque chose qui s'aggrave depuis une trentaine d'années et qui fait qu'aujourd'hui, le maire, en fait, doit subir des décisions qui sont prises par d'autres. Et nous avons donc une démocratie, mais ce qui est plus aujourd'hui une démocratie d'apparence qu'une démocratie réelle. Donc, c'est une vraie difficulté. Et je ne prends que l'exemple des maires. Je pourrais raisonner également de la même manière au niveau des organisations territoriales, des communautés de communes. C'est vrai pour les conseils départementaux, pour les conseils régionaux. Voilà, bien sûr. Et c'est vrai sur toute la France, évidemment. On a parlé tout à l'heure du territoire breton, et vous l'avez souligné, Yves Chauvel, vous dites « Je suis né dans un territoire qui n'est plus breton administrativement parlant, à savoir la Loire-Atlantique ». Vous avez déjà donné un début de réponse, vous êtes pour le retour de la Loire-Atlantique en Bretagne ? Alors si je dis non, je vais me faire assassiner évidemment par mes seconds de liste et toute la bande, donc je sais que je ne sortirai pas vivant de ce studio. Évidemment, je vais dire oui, évidemment, bien sûr, ça va de soi. Puisque lorsque vous vous déplacez, Nantes était d'ailleurs la capitale, enfin est la capitale, pas était, mais est la capitale historique de la Bretagne, et quand vous vous déplacez dans ce département, vous avez des noms de lieux qui sont typiquement bretons, et quand j'étais gamin, que je me déplaçais par exemple au port du Croisic, qui est bien en Loire-Atlantique, j'entendais les pêcheurs parler breton. Donc c'est du breton. Par rapport à ça, il n'y a aucune ambiguïté. Quand Anne de Bretagne, avant de se marier au roi de France, elle devait se marier à l'empereur du Saint-Empire romain germanique, eh bien, un chevalier est venu jusqu'à Nantes pour voir un petit peu ce qu'il en était. Il a constaté qu'à Nantes, on parlait deux langues. Le français de l'époque, bien sûr, et le breton. Donc c'est une évidence. Alors on va terminer justement sur les langues de Bretagne, le breton et le gallo ici un petit peu dans cette partie de la Bretagne en tout cas. Les langues, est-ce qu'il faut les défendre là aussi? Elles ont perdu des locuteurs. On sent un petit frémissement aujourd'hui, le retour des langues régionales. Il y a eu cette loi Molac qui a été adoptée. Je remercie officiellement M. Molac pour ce qu'il a fait, c'est extraordinaire. Bravo à lui. Alors personnellement, je remercie évidemment tout notre mouvement, la Bretagne en héritage, je remercie vivement parce que c'est un effort continuel de longue durée, ça ne s'est pas fait tout seul, évidemment. Bravo à lui, et si vous permettez, je vais l'applaudir dans le studio parce que c'est quelque chose d'extraordinaire. Évidemment, le retour, bien sûr, aux langues qui ont été perdues, notamment le breton qui a été interdit. J'ai un oncle qui, dont la langue maternelle était le breton et qui découvre le français à l'école et le breton est interdit à l'école. Donc c'est une évidence, évidemment, bien sûr. Comment dire les choses autrement? Ça va de soi. Voilà la défense des langues régionales. Un dernier mot, Yves Chauvel. La campagne est un petit peu particulière cette année. Comment vous menez campagne? Comment vous conduisez votre campagne? Alors, l'époque est exceptionnelle à bien des égards. Comment nous la menons? Alors, nous sommes présents sur le terrain, c'est-à-dire que nous menons des actions, par exemple, pendant même cette manifestation, donc à Pontivy, liée à la fermeture des lignes en Bretagne, nous avons été également présents pour rendre hommage au colonel Beltrame, qui a été assassiné il y a 3 ans dans l'Aude, à Trèves, voilà, pour son abnégation, pour son courage. Et puis récemment, je crois que c'est le week-end dernier, à l'aéroport de Dinard, qui ferme, donc ça c'est également un désastre pour l'économie locale. Nous sommes présents par ces actions, le plus possible, évidemment, en fonction de nos disponibilités réciproques, puisque, encore une fois, chacun d'entre nous a une activité professionnelle, donc ce qui est parfois contraignant, mais c'est une nécessité d'être sur le terrain. Évidemment, il y a aussi les relais par la presse qui sont très importants pour nous. Et je voudrais ajouter un point, j'en ai pas parlé, mais... Alors, très vite, il nous reste quelques secondes. Quelques secondes. Donc, en fait, il s'agit d'être souverain, et être souverain et développer notre culture, la culture
culture bretonne, je dirais la civilisation celtique, l'usage du breton, c'est essentiel si on veut comprendre le monde dans lequel nous sommes. Il faut être enraciné de façon à comprendre le monde que nous vivons aujourd'hui. Eh bien, c'est là-dessus que nous allons nous quitter. Yves Chauvel, tête de la liste souverainiste Bretagne en héritage, donc candidat aux élections régionales. Vous étiez avec nous ce matin dans le studio de la matinale et je vous en remercie. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous remercie et je vous quitte avec un grand regret. Dites-moi lequel. Écoutez, j'aurais souhaité être là beaucoup plus longtemps pour pouvoir échanger de toutes ces questions. Mais voilà, bien sûr. La campagne va continuer et on recevra régulièrement les candidats, vous y compris bien entendu, dans la matinale de Bretagne 5. Merci infiniment, belle journée. Merci encore. Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon.